ou 3 ou 4 dans une même commune. Merci Madame la Présidente. Je vais réagir à vos propos, je les trouve intéressants. Et vous citez quelques filières, effectivement, vous avez rappelé le poulet qui fait partie des filières qui vont pas le mieux. Ce qui m'interpelle néanmoins dans votre argumentaire, c'est qu'il y a néanmoins beaucoup de productions françaises sur lesquelles nos performances sont bonnes, voire excellentes, et qui ne sont pas des productions accessoires dans l'agriculture française. Encore une fois, je me base sur les tableaux. Dans la filière laitière, à l'exception du beurre où on doit un peu rattraper de marge, mais sur la filière laitière, nous sommes très largement au-dessus de 100% de taux d'approvisionnement et nous exportons beaucoup. Et sans parler, bien sûr, de la filière céréales, où nous explosons tous les contraires, et ce qui d'ailleurs donne à la France une vraie puissance agricole, voire même et puis une puissance aussi politique, étant entendu en plus que tout le monde a oublié, mais ça nous a été rappelé par M. Abyss, que sur les céréales, ça n'a pas été le cas de tout temps en France. Ce n'est qu'à partir des années 70 qu'en réalité nous sommes devenus pleinement autosuffisants, alors qu'avant nous importions beaucoup de céréales, soit de pays étrangers ou des colonies. Sur la filière du sucre, pareil, nous sommes à 169% d'auto-approvisionnement et nous sommes un très grand exportateur de sucre, contrairement à ce qu'on pense. Donc, finalement, est-ce que le tableau de l'agriculture française n'est pas plus nuancé, en réalité, que la présentation qu'en ont fait parfois, et où les filières qui ont des problèmes, et que je ne nie pas, et que je constate moi, vous savez d'où je suis élu en plus en Alsace, notamment la filière fruits et légumes, enfin moi je suis d'une filière maraîchère, donc il y a effectivement des filières où il y a eu une déprise au cours des dernières années, et il faut qu'on corrige, mais si vous voulez, à n'évoquer que les filières où il y a des problèmes, on en arrive à parfois oublier tout ce qui fonctionne globalement plutôt bien aussi dans l'agriculture française. Voilà. Et donc c'était ma réaction à vos propos, mais c'est une réaction plus globale. Voilà. Je suis heureuse de vous l'entendre dire ainsi, et avec le sourire en plus. J'ai cité l'époque où nous étions exportateurs à 14 milliards. La photo est encore belle, mais la vidéo se dégrade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et il y a de vraies différences d'un secteur à l'autre. La filière céréalière est une filière qui a cru, qui s'est développée. C'est aussi la raison pour laquelle il parle fort aujourd'hui en disant « nous, on ne veut pas vivre le même sort que les autres », c'est-à-dire un décrescendo. La filière fruits et légumes est une filière qui a décrescendo. Quand j'étais présidente du CNGA, 92-94, nous produisions 400 000 tonnes de pêche et nectarines. Nous en mangions 400 000 tonnes. Aujourd'hui, nous n'en produisons plus que 200 000 tonnes. Nous en mangeons toujours 400 000 tonnes. On importe la différence venant d'Espagne, produit plutôt moins cher, pour les raisons que vous comprenez. Et donc, ça tire vers le bas et ça a contribué à faire baisser. Donc, moi, je parle avec discernement des filières. Je ne dis pas tout va mal en agriculture. D'ailleurs, comme tout va mal non plus, comme je ne dis pas non plus tout va mal en ce moment en agriculture. La loi alimentation permet, sur tout ce qui est débouché intérieur, d'avoir des prix plus rémunérateurs qu'auparavant. Après les 8 années de déflation, on a mis le pied dans la porte en 2019 pour enfin arrêter la baisse des prix et imposer une prise en compte des coûts de production qui permet aux producteurs de lait aujourd'hui d'avoir des meilleurs cours, aux producteurs de bovins d'avoir aujourd'hui des meilleurs cours, aux producteurs ovins d'être sur un niveau historique à plus de 9 € le kilo d'agneau. La viande bovine aussi connaît des prix élevés, le lait connaît des prix élevés, le porc, je suis producteur de porc, nous avons des cours pour lesquels je veux bien signer pendant 10 ans à plus de 2 € et qui nous permettent de couvrir les charges qui ont augmenté. Et je le dis aussi pour échanger avec des conseillers de gestion en ce moment qui font ce constat-là, que sur ces productions que j'ai citées, ça va mieux et tant mieux, et c'est nécessaire. Si on veut arrêter de perdre des agriculteurs, si on veut attirer des jeunes, nous avons 2 jeunes qui nous ont rejoints le 1er juillet de l'année dernière sur notre exploitation, et j'espère qu'ils auront de meilleurs revenus que nous avons eu, nous, même si nous avons eu des bons revenus, en moyenne 10% supérieurs à la moyenne des autres productions en production porcine. Donc je suis très transparente sur ces sujets-là. Donc
Oui, il y a des secteurs qui vont mieux en ce moment. Le secteur de la grande culture, qui lui est confronté au marché international, s'inquiète beaucoup plus de la géopolitique du blé, pour paraphraser Abyss, et c'est normal. Et quand en plus l'énergie et les engrais, qui sont un élément clé pour les productions végétales, connaissent la flambée qu'ils connaissent, il y a une crainte très forte chez les producteurs de grandes cultures, alors pas seulement de blé, hein, d'orge, de colza, etc., c'est-à-dire toutes les cultures végétales, puisque les engrais sont un intrant sine qua non en exploitation agricole, organique ou minérale. Donc oui, certains secteurs vont mieux cette année, oui, depuis 2 ans, c'est vrai, et tant mieux, et j'en fais partie. Et mes voisins producteurs de lait et de viande bovine me le disent aussi. Donc il faut avoir un langage discernant quand on parle d'agriculture. Les médias nous disent alors ça va ou ça va pas. C'est là, mais vous êtes président et rapporteur, vous allez dans le détail et vous avez raison. Et si le tableau est aussi long, c'est aussi parce que nous avons une très très grande diversité de production et donc de situations conjoncturelles. Mais par contre, dans le rapport, ce qui manque quand même, je le regrette, c'est que quand il cite dans le rapport, pas le vôtre, hein, France Agrimaire. lorsqu'ils évoquent la situation de poulet, ils ne parlent pas des raisons de l'effondrement du poulet et de donc l'augmentation forte des importations, qui est quand même l'influenza aviaire, qui a été un accident sanitaire dramatique. Hein, le Sud-Ouest, vous l'avez vécu peut-être d'un petit peu plus près, mais ça a touché toute la France. Donc je pense aussi, enfin moi je suis attachée à la précision de dire que si des fenêtres se sont ouvertes pour des importations massives de poulets polonais et ukrainiens, c'est aussi parce que la grippe aviaire a anéanti le cheptel dans bon nombre de régions. Je suis du Maine-et-Loire, c'est à côté de la Vendée. Je peux vous dire que dans ce département-là, ça a été un traumatisme complet avec les abattages massifs qui ont eu lieu. Par contre, la question de fond, c'est arriverons-nous à nous repositionner sur les créneaux de marché que nous avons perdus et qu'ont capté les Polonais et les Ukrainiens, parce que quand dans les cantines, le seul facteur de choix, c'est le prix, évidemment, les poulets que j'ai cités sont beaucoup moins chers que les poulets français. Et toute la bataille, c'est une reconquête de parts de marché perdues sur le poulet. Mais le poulet est intéressant parce que, en fait, le poulet, nous avons augmenté nos productions. Le problème, c'est qu'il y a eu une explosion de la consommation, oui. Ce que montre bien, c'est pas exactement le même rapport que j'ai, mais bon, enfin, je l'ai aussi, le vôtre, là, c'est vraiment le tout dernier, mais là, je fais référence à celui de 2023, où c'est détaillé filière par filière, pardon, mais sur la volaille. Donc, la production, en fait, française augmente, mais il y a eu une explosion de la consommation, et c'est plus un problème où la production n'a pas suivi le rythme de l'explosion de la consommation. Oui. Voilà, donc on voit bien le... Effet grippe aviaire Ouais. et effet absence de construction de bâtiments. Rappelez-vous ce qu'a dit Madame Nicole Lepay à l'Assemblée quand la loi troubles anormaux de voisinage a été votée. Elle a dit, et cette loi va être utile, parce que dans mon département du Morbihan, premier département producteur de volailles, l'année dernière, nous avons construit aucun bâtiment neuf. Parmi les leviers que l'on cite souvent au niveau européen sur la capacité à améliorer notre couverture alimentaire, notre sécurité alimentaire, notre souveraineté alimentaire, il y a quand même le volet investissement et modernisation dans les bâtiments agricoles. D'abord parce qu'il y a des règles de biosécurité et de bien-être qui s'imposent à nous, qui sont nouvelles et que nous devons respecter si nous voulons avoir des élevages qui restent dans la durée. Et ça améliore les conditions de travail des agriculteurs. Et aussi parce que les techniques et les bâtiments vieillissent. Des bâtiments qui ont 30 ans sont des passoires thermiques. Aujourd'hui, il faut les refaire. Mais là aussi, je parle d'expérience. Le coût du bâtiment d'élevage a augmenté de 30% en 2 ans. Matériaux, explosion. Devis chez nous, 390 000 € il y a 3 ans, 545 000 € aujourd'hui. Les taux à l'époque étaient 1,75% à la banque. Ils sont aujourd'hui à 3,75% pour les jeunes agriculteurs. Donc imaginez la prise de risque pour les agriculteurs, quand ça se double en plus d'une contestation locale où il faut aller affronter ses voisins pour dire « mais si, j'ai besoin de construire mon bâtiment parce que conditions de biosécurité, bien-être, conditions de travail, si je veux garder des jeunes, si je veux avoir un apprenti, etc. etc. » Il y a des éléments économiques, mais il y a aussi beaucoup d'éléments psychologiques, moraux, d'agriculteurs un peu accablés et hésitants à se lancer. Et d'où l'importance de la parole politique et du rapport que vous allez conduire pour dire attention, la France régresse.
Si on construit plus de poulaillers d'importance, ou des poulaillers tout court et des poulaillers de volume de production, pour justement satisfaire l'augmentation de consommation, eh bien on importera davantage des produits venant d'ailleurs et qui ne respectent pas. Il y a 4 ans, j'ai fait un voyage au Brésil pour visiter la filière poulet. Là, ils ne parlent plus du tout, ils ont marié la filière poulet et la filière porc, ils appellent ça la filière protéines animales. C'est vous dire la considération qu'ils ont pour le bien-être animal et l'élevage. Et là, il y a une question qui est évoquée aussi à Bruxelles, et la production ukrainienne du principal producteur MHP, qui est un oligarque et qui a 90% de la production de volailles en Ukraine, et qui a des bâtiments d'élevage jusqu'à 24 millions de bestioles au même endroit, interroge quant à sa capacité. Alors, bâtiment X fois moins cher, main-d'œuvre X fois moins cher, évidemment, qui sera toujours privilégié si le facteur déclenchant, c'est le prix. Donc, derrière, alors après, on nous dit il faut éduquer le consommateur. Oui, c'est vrai, ça fait des années qu'on y travaille, il faut certainement mieux faire, on a du mal à le faire. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le premier facteur de choix, c'est le prix. Et c'est difficile de dire au consommateur vous êtes mauvais, vous n'avez rien compris, il faut acheter plus cher. Parce que. Voilà. Et parce que les étudiants, les ménages précaires, les personnes seules, etc. etc. Donc, après, une autre des solutions, c'est certainement aussi que la France réponde à la demande de mise en compétitivité de l'agriculture. Et la mise en compétitivité, ce n'est pas que la taille, c'est aussi un certain nombre de normes, de délais, de normes qui sont atrocement longs. J'ai une dernière question. Je reviens un peu à ce que vous disiez avant sur le solde commercial français. Bon, vous avez du coup, vous, un plaidoyer qui était plutôt clair sur une agriculture ouverte avec des échanges. On a besoin d'exporter, c'est bon pour la balance commerciale et c'est bon aussi pour la puissance française. Mais du coup, dans ce cadre-là, est-ce que les prises de position contre le CETA ne sont pas un peu contradictoires? Parce que le CETA, du point de vue des données, l'agriculture européenne et l'agriculture française, ils sont gagnantes, et les dynamiques qu'on observe sur les échanges France-Canada en agroalimentaire sont clairement au bénéfice de l'agriculture française. Donc est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de complètement contradictoire à entendre un certain nombre de voix? Alors on entendra la vôtre, je ne la connais pas encore d'ailleurs sur ce sujet, mais à entendre des voix qui s'élèvent contre le CETA, alors qu'il semble plutôt positif pour nous. Alors, j'ai écouté M. Franck Riester, j'ai écouté M. Attal lors de son récent déplacement. Je me souviens des débats que nous avons eus à la FNSEA à ce moment-là. Globalement, la France est gagnante dans cet accord, puisque nous exportons plus de vin, plus de produits laitiers, c'est évident, plus certainement de génétique aussi. Le secteur qui est inquiet et qui a donc beaucoup poussé pour un vote négatif, c'est le secteur de la viande bovine. Je n'irai pas sur l'aspect politique des alliances à l'Assemblée nationale pour avoir un vote tel qu'il s'est passé. Au Sénat, pardon. Au Sénat, c'est d'une autre nature. Mais globalement, c'est positif. Et pour le secteur de la viande bovine, au regard des standards de production au Canada, c'est problématique. Ce que je note quand même, si on est objectif, et j'ai demandé les chiffres à mon équipe du service économique ici en France à la FNSEA, c'est qu'en viande bovine, nous n'avons pas importé les volumes redoutés parce que les Canadiens n'atteignent pas encore les standards de production qui ont été fixés dans l'accord avec le Canada. Donc, évidemment, toute la difficulté, c'est voter sur un accord global avec des secteurs gagnants, des secteurs perdants. Et parce que c'est pareil dans une famille, quand 2 enfants vont bien et que l'un ne va pas bien, eh bien, on prend des décisions plutôt pour celui qui ne va pas bien que pour les 2 qui vont bien. Et là, la question, elle a été aussi posée comme ça. Mais c'est vrai que voir aujourd'hui du glyphosate utilisé pour la dessiccation, voir aujourd'hui des protéines animales utilisées dans les auges des animaux, c'est quelque chose qui est difficilement explicable. Après, la bagarre et la querelle politique, moi, c'est pas de mon ressort. Donc, il y a des éléments positifs, des éléments négatifs. La question, c'est comment on apporte des garanties au secteur viande bovine pour qui ce sont des éléments de forte inquiétude. Il y a un autre accord
avec Australie, qui a été beaucoup débattu et qui d'ailleurs n'a pas été signé parce que la présidence française a eu le mérite de porter, et on remercie Julien de Normandie de l'avoir fait, d'avoir porté les clauses miroirs et d'avoir porté justement la réciprocité. Et il y avait beaucoup de discussions avec l'Australie pour importer plus, ils voulaient nous exporter plus de bétail ovin, bovin, mais ils refusaient toutes nos normes. J'ai accueilli chez moi la présidente des agriculteurs australiens dans notre exploitation, dans notre élevage de porc, pour lui expliquer le bien-être, la biosécurité, la démédication, pas d'antibiotiques sur les animaux. Et donc elle est tombée des nues en disant « mais nous, on est incapable de faire ça ». Résultat des courses, au niveau européen, l'accord avec l'Australie n'a pas été signé parce qu'ils ont refusé les éléments qualitatifs. Ils voulaient simplement les volumes en plus, mais pas les obligations que nous avons, nous. Donc je pense que... alors, il sera quand même difficile, tout comme il est difficile de faire monter les pays aux mêmes normes sociales que nous avons en Europe, il sera difficile de faire monter d'autres pays, parce qu'on ne gouverne pas chez les Uruguayens, les Canadiens, etc., de les faire monter au même niveau. Ça pose quand même la question de ce que nous nous imposons, nous, chez nous, en nous créant des handicaps de compétitivité. Est-ce qu'il ne faut pas aligner non plus? Si c'est dangereux en France, c'est dangereux aussi en Amérique du Sud. Mais comment? Et d'ailleurs, quand je vois aujourd'hui que pour nous vendre un certain nombre d'accords commerciaux ou nous vendre un certain nombre de stratégies farm to fork ou autres, on nous dit mais on va mettre des clauses miroirs. Pour l'instant, les pays les refusent. Et donc l'Europe continue à dire mais nous on va monter en gamme et on va faire du farm to fork davantage, alors que les autres pays ne suivent pas. Donc attention quand même à rester quand même dans un monde ouvert et qui échange. On ne peut pas être en décalage de façon aussi importante. Mais un mot aussi par rapport à farm to fork. Au-delà du fait que c'était 27 textes très exigeants, qu'un certain nombre ne verront pas le jour, comme par exemple SUR qui a été reporté pour la mandature précédente, la restauration de la nature également, puisque la présidence belge refuse d'aller au compromis pour l'accepter. Quand la Belgique n'était pas présidente, elle l'a beaucoup critiqué, elle le refusait avec véhémence. Le Premier ministre De Croo dit « Je ne peux pas aujourd'hui dire il faut absolument un compromis », alors que j'ai moi-même été très critique sur ce texte et que je n'ai pas changé d'avis. Donc la Hongrie, qui vient en présidence au 1er juillet 2024, est très hostile également. Donc ces textes reviendront, mais le dialogue stratégique est en train de se mettre en place. C'est justement pour dire qu'il faut avancer au rythme sustainable, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle les entreprises agricoles sont capables de supporter ces évolutions. Là, il y avait un agenda draconien, pas de recherche supplémentaire et pas de moyens d'accompagnement pour les agriculteurs, parce qu'il n'y a pas eu de renforcement de la PAC pour nous demander de faire plus vert. Or, pour produire plus vert, ça coûte plus cher, quelques secteurs que ce soit. Et d'ailleurs, sur les voitures hybrides aujourd'hui, on voit bien qu'au niveau européen, il y a aussi du recul par rapport, même des positions d'un certain nombre de constructeurs automobiles en direction de la Commission, et qui viennent nous dire, vous au moins les agriculteurs, vous avez osé le dénoncer d'emblée, nous on a essayé, on n'a pas pu. Mais voilà, je crois que, franchement, le contexte d'aujourd'hui, Covid, guerre, climat, instabilité mondiale complète, appelle quand même à une progressivité, et on ne peut pas faire les transitions contre les agriculteurs. Timmermans a voulu le faire. Timmermans, il était assis sur un tabouret alors qu'il n'a pas le droit de venir dans la discussion PAC, il était de l'autre côté de la vitre, et il a harangué pour qu'il y ait plus de verre dans la PAC. C'est-à-dire que son attitude a été dramatique en termes de véhémence et de comportement. Devant le COPA, devant 95 ressortissants de 27 pays, il a dit « Qu'est-ce que je peux dire de positif sur l'agriculture ?» Rien. Qu'est-ce que je peux dire de positif? Qu'est-ce que vous faites de bien en matière d'environnement? Ben, imaginez, quand on prend les gens de haut comme ça, il a braqué tout le monde d'un coup. Et moi, mon grand regret, c'est que, avec Farm to Fork, la Commission et quelques députés européens ont voulu nous faire gravir 20 marches de progrès d'un coup. Et au pas cadencé, au fouet, au trot, au galop. Moralité, aujourd'hui, on est obligé de régresser et de revenir à 10 marches de progrès seulement, parce qu'on n'est pas resté au statu quo. Il y a quand même eu du progrès, y compris avec la PAC et ses éco-régimes, 25% de soutien mis de côté, et qu'on vous redonne que si vous ne montrez pas de verte, c'est exigeant. Des importations d'Ukraine sans droit pour des volumes historiques, c'est aussi de la solidarité agricole. Et donc, on est revenu à 10 pas de progrès, mais on a braqué tous les agriculteurs et on a braqué tous les écologistes qui disent aujourd'hui, scandale, vous êtes en train de détricoter la PAC. Donc c'est un échec. Et c'est dramatique parce que les transitions nous attendent, sont devant nous. Les événements climatiques, où qu'ils soient, nous le rappellent tous les jours. Les agriculteurs en sont conscients. Mais s'il y a eu de la protestation dans 27 pays sur 25, 27 pays sur 25 en manifestation agricole, avec parfois des nombres faramineux. Et puis une contagion, même au Québec, qui dit aussi enough is enough.
et nous aussi, on ne peut pas aller aussi vite que ça. Donc, les rythmes de l'agriculture, c'est d'abord le ciel qui commande, parfois le sanitaire. Et regardez tous les événements sanitaires qu'il y a eu. Donc, ce manque de réalisme par rapport à l'agriculture, j'ai le regret de constater qu'on va le payer cher parce que ça a braqué les gens et qu'il faut remettre en mouvement pour dire oui, on a besoin de vous, oui, vous êtes la solution. Et d'ailleurs, c'est très bien écrit dans le rapport à la fin, souveraineté alimentaire et énergétique, intelligemment dosée, parce qu'on peut faire les deux. Économie circulaire, food, feed, fuel, fiber. L'agriculture, elle sait faire tout ça. Mais il faut s'y prendre avec progressivité et surtout en intégrant les agriculteurs et pas en les rejetant. Et je peux vous dire qu'à Bruxelles, la bulle bruxelloise, c'est vraiment une bulle qui réfléchit d'une agriculture qui n'a jamais à une agriculture qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, mais ils s'entretiennent dans ce discours-là. Et ça manque d'auditions comme celle-ci où on peut dire crûment les choses, parce que moi, j'ai jamais. Monsieur Timmermans a toujours refusé de me rencontrer en tant que représentant des agriculteurs. Il a dit je la rencontrerai quand elle dira comme moi. Gâchis. Gâchis total.